et ne rien accepter. N'accepter aucun code. Quand on me dit il faut faire comme ça, on fait comme ça parce que ça a été comme ça, c'est le meilleur signal que il faut essayer de casser le truc. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Jean-Charles Samuelian. Il est le cofondateur et président de Alan, une start-up à la croissance très rapide qui réinvente la complémentaire santé. Avant Alan, Jean-Charles avait fondé une autre start-up qui repensait les sièges d'avion. Si vous remarquez une tendance, c'est parce qu'il y en a une. Il est le genre d'entrepreneur qui aime s'attaquer à des industries très complexes et les rendre sexy. On en parle, il détaille sa méthodologie pour attaquer ses problèmes ainsi que sa philosophie. Rien n'est impossible, il ne faut accepter aucun code et tout remettre en question. On parle longuement de l'importance de convaincre à tous les stades de la vie. Il donne ses conseils, enfin on parle de lui, de l'importance de trouver du sens et de son mode de vie qu'il a ingénierisé comme ses startups. C'est le genre de discussion où je prie pour que mon cerveau reste accroché. J'ai découvert Jean-Charles Samuelian via la page Most Wanted de Nouvelle École sur laquelle vous pouvez suggérer des invités et voter pour ceux que vous voulez entendre. La page est accessible depuis le site internet et donc, vous voyez, on s'en sert. Pensez à vous abonner sur iTunes en cherchant Nouvelle École, c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Eh bien donc, salut Jean-Charles Samuelian, bienvenue sur Nouvelle École. Salut Antonin. On commence l'émission. Je suis très content de te recevoir parce que, premièrement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est les gens aussi qui ont voté pour toi sur le truc. Et ensuite, parce que en fait, je suis assez vraiment hyper intéressé par ce que tu fais, par ce que vous faites et par ce que tu fais, même ce que tu as fait avant Alan. On va en parler. Je vais te présenter rapidement. Donc, en ce moment, tu es le président et cofondateur de Alan. Et tu m'arrêtes si je pitch mal, mais Alan, c'est la première assurance 100% dématérialisée, quoi, digitale. Et surtout, c'est la première assurance en France agréée depuis 1986. Exactement, ouais. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous avez construit une assurance digitale, mais avec une expérience utilisateur ultra poussée, ultra simple, pour en fait faire en sorte que les gens arrêtent de vivre un enfer à chaque fois qu'ils veulent offrir une complémentaire santé à leurs employés, ou maintenant même la prévoyance. Vous proposez ça aussi? Ouais, exactement. On pense que c'est un secteur qui a vécu depuis 30 ans sur la complexité, le manque de transparence, qui a jamais été pensé pour l'utilisateur final. Et on s'est dit que on devait utiliser toutes les briques technologiques et un savoir-faire hyper fort en techno pour délivrer la meilleure expérience utilisateur dans ce secteur-là. Et c'était un gros challenge de devenir assureur parce que, comme tu l'as dit, il n'y en avait pas eu de nouveau et d'indépendant depuis 1986, sachant qu'à cette date-là, ni Charles, mon cofondateur, ni moi n'étions nés. Et c'est vraiment hyper intéressant d'essayer d'apporter ces marchés avec énormément de barrières à l'entrée. À l'ère de la technologie, à l'ère d'une vision qui est très pro-utilisateur, donc qui va dans le sens de l'utilisateur, alors que la relation traditionnelle avec son assureur était plutôt une relation de conflit. Du coup, vous avez, je le fais rapidement, hein, vous avez fondé Alan, c'est janvier-février 2016, je crois que vous avez été matriculé en février. Vous avez levé 12 millions d'euros en seed, donc c'est une très très grosse levée de seed pour ceux qui connaissent un peu les ressorts de l'investissement. Et vous avez une grosse croissance depuis 1 an et demi. Je sais qu'à une époque, il y a quelques mois, vous signiez 10 à 20 boîtes par semaine. Vous êtes peut-être à plus maintenant. Maintenant, c'est par jour, ouais. Par jour, ok. Ouais. Donc, et c'est parce que vous avez créé un truc qui est hyper simple en fait. On n'a même pas besoin de passer des coups de fil. On peut tout faire en ligne. Ça prend quoi, même 10 minutes quand on a une boîte, 10 secondes quand on veut ajouter des employés, un truc comme ça. Ouais, c'est exactement ça. On essaye de faire en sorte que le parcours soit ultra simple. Une boîte, ouais, c'est 10 minutes en moyenne. Il y a certaines qui signent en 2-3 minutes. Les indépendants, c'est pareil. Et on est opérationnel depuis 1 an. On a fêté notre agrément le 23 octobre. Donc là, c'était cette semaine. Et l'idée, on est assez heureux d'arriver à faire en sorte que ce produit qui est censé être super compliqué, on a une grande majorité des boîtes qui signent sans même interagir avec nous, ou des indépendants. Aujourd'hui, on a aussi un produit pour les indépendants, donc ça va des journalistes aux chauffeurs Uber, aux freelancers du web, il y a tout, des avocats. Et pareil, ils onboard en quelques secondes sans interagir avec nous, et c'est hyper cool. Et ce qui est trop intéressant, c'est que juste avant de faire Alan, tu avais déjà fait une boîte dont tu avais vendu tes parts à un moment pour faire autre chose. Et cette boîte, elle s'appelait Explicit. Et en fait, ce que vous faisiez, c'est que vous faisiez des sièges d'avion pour la classe économie. Et que vous avez en fait complètement amélioré les sièges d'avion, quoi. Vous avez fait des sièges, je crois, 3 à 4 fois moins légers. Et ce que je trouve vraiment trop intéressant, c'est que cette boîte a vachement bien marché. Vous avez déposé plein de brevets, une douzaine, et ça, vous avez fourni les compagnies aériennes. Et on est encore sur un problème qui est très complexe.
C'est-à-dire que sur Alan, comme tu viens de le dire, c'est l'assurance, quoi. D'une, ça a pas l'air sexy, et de deux, c'est très complexe. Et sur les sièges d'avion, je crois qu'on est un peu dans la même situation, quoi. Tu dis ça à quelqu'un, il va te dire ouais, et surtout, ça a l'air impossible à faire. Et alors, petite question, est-ce que la difficulté, la complexité de ces problèmes, c'est une coïncidence, ou est-ce que c'est vraiment qu'il faut qu'un problème soit très complexe pour que ça t'intéresse? C'est une super bonne question. J'ai une de mes copines, Julie, qui est une entrepreneuse, qui a une boîte qui s'appelle Flucity, qui dit toujours, Jean-Charles, il adore s'attaquer à des marchés pas sexy du tout et essayer de les rendre sexy et cool. Et c'est un peu inhérent. Je pense que Explicit, quand on l'a créé avec Benjamin et Vincent en 2010, on était très jeunes, on était encore en école et on avait la vision qu'on pouvait résoudre n'importe quel problème, et heureusement qu'on avait cette super belle distorsion de la réalité, Qui vous venait d'où, cette distorsion de la réalité? Parce que tout le monde se dit pas ça. La plupart des gens, on met vachement le focus sur les idées quand on est dans les écoles. C'est peut-être pas le très bon focus d'ailleurs. Tout le monde croit qu'il faut trouver la bonne idée pour monter une boîte, ce qui est pas forcément vrai. Mais donc en fait, le problème, c'est que soit t'as une idée, mais généralement cette idée elle existe déjà. Soit tu trouves un truc très complexe à résoudre, mais tu te dis c'est trop dur. Et vous aviez, j'ai l'impression, justement, comme tu dis, une distorsion de la réalité. Vous vous disiez non, on peut tout faire. Ça venait d'où ça? Ouais, je pense que c'est un mix d'éducation. On venait tous de Marseille. On a grandi dans des familles soit qui ont vécu des chocs. Moi, je viens d'une famille arménienne, donc on a vécu le génocide, tout perdre et tout reconstruire. Benjamin, pareil, famille très entrepreneuriale. Et du coup, on avait cette notion que on pouvait faire à peu près ce qu'on veut, et en tout cas, ça valait le coup d'essayer. Et on avait aussi cette distorsion de penser qu'on était très très intelligent, et du coup, qu'il n'y avait pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et le dernier point, c'est qu'on avait tous fait des stages, même si courts, dans des grandes entreprises. Et on s'était aperçu, et c'est un peu un truc que tu as quand t'es en école, que on pouvait complètement, ça démystifiait complètement ce que c'était qu'une boîte, et en fait, qui de l'extérieur a l'air d'être une machine parfaite au rouage, un rouleau compresseur qui déroule sur des marchés, et qui est en fait à l'intérieur, et les grosses boîtes nous semblaient complètement dysfonctionnelles. Et du coup, on s'est dit en fait, pourquoi on construit pas? Et le dernier élément pour moi, c'est, je pense, j'ai eu la chance de grandir alors avec un grand-père qui a créé des commerces et des parents après qui ont réussi dans la médecine et la santé. C'est pour ça qu'on fait LAN aujourd'hui, entre autres. Et aussi rencontré parmi les parents de mes meilleurs amis d'enfance des entrepreneurs hyper successful qui, depuis que j'ai 10-12 ans, en fait, nous ont challengé. Enfin, avec un de mes amis d'enfance, avec un de mes meilleurs amis d'enfance, on a commencé à coder quand on avait 12 ans. Avec un autre de mes meilleurs amis d'enfance, on a commencé à écrire nos premiers business plans et plans de boîte quand on avait 13-14 ans. Donc, et c'était pas très bon, mais on commençait à y réfléchir, on le pitchait à quelqu'un qui avait vendu plusieurs boîtes. Donc, à l'époque où je lisais des Dragon Ball en mangeant des tartines de Nutella, quoi. On le faisait aussi, hein. Mais du coup, ça a toujours été un peu cet ADN-là. Et une fois qu'on l'a fait une première fois, parce que quand on a créé Explicit, quand on avait 22 ans, tout le monde nous disait soit qu'on était fous, soit qu'on était cons, soit les deux, et qu'on n'y arriverait jamais. Ça, c'est parents inclus. Les parents, je pense que on avait beaucoup de bienveillance sans comprendre ce qu'on faisait, et du coup, on avait ce truc-là, ok, c'est pas grave, allez-y, prenez des risques, on a plutôt confiance en vous, ça s'est toujours bien passé de toute façon, donc allez-y. Il n'y avait pas d'inquiétude face au fait que vous alliez pas dans le sentier grosse boîte, etc., du fait de cet ADN peut-être? Je pense du fait de cet ADN, en tout cas moi à titre perso, je viens d'une famille relativement bourgeoise, faut pas se mentir. Du coup, j'ai pas eu l'impression de prendre un risque perso hyper fort. J'avais un diplôme de grandes écoles, j'avais au pire un backup, donc j'avais aucune raison de pas essayer le truc qui me prenait aux tripes. Et ça a été plutôt bien compris par mes parents. Et une fois qu'on a essayé, qu'on a résolu les problèmes avec Explicit, beaucoup de problèmes à la fois réglementaires, techniques, de distribution, etc. Pour la deuxième boîte et pour Alan, j'avais plus très peur des barrières à l'entrée. Je le voyais plutôt comme une opportunité énorme. Et le point qui est assez lié à ça, c'est que on a un système scolaire en France qui est ce qu'il est, qui est très centré sur l'élite mathématique, qui a des intérêts et beaucoup de choses que je pense qu'on peut décrier. Mais il y a aussi, moi j'ai eu la chance d'apprendre le web en autodidacte quand j'étais super jeune. Et du coup, j'ai toujours eu cette notion que
quand on a envie d'apprendre un truc, quand on a envie de se plonger dans une industrie, genre on n'a pas forcément besoin d'aller à l'école pour le faire, il suffit juste de geeker le sujet à fond, de travailler à fond, d'itérer, de rencontrer des gens, etc. Et on l'a fait pour l'aéronautique et là on l'a fait pour l'assurance. Ça, tu le savais déjà, c'est grâce au web que tu as appris ça? Tu dirais ce déclic de je peux apprendre ce que je veux? Ouais, je pense que c'est vraiment... moi, c'est un truc que j'ai compris très tard, j'ai compris en faisant le wagon, en fait. Quand je me suis dit, mais en fait, je peux apprendre à coder et je peux coder quoi ensuite. Ça a vraiment changé quelque chose à ma vie. C'est-à-dire que maintenant, j'ai vraiment le sentiment qu'en fait, si je voulais faire des fusées, ça me prendrait très très longtemps, mais peut-être que qui sait, je pourrais en faire un jour, quoi. Ouais, moi je pense que l'école et l'éducation structurée, c'est un très bon moyen pour apprendre des choses, mais en fait, c'est juste un des moyens. Et il y a plein d'autres moyens de prendre du savoir, d'itérer autour du savoir. Et ce qu'il y a d'assez magique dans le code, c'est que c'est ultra fonctionnel. Donc quand tu apprends, après tu peux voir, tu peux mesurer. Il y a un feedback immédiat. Tu as une boucle de feedback et c'est ce qu'on essaye de créer après quand on crée une entreprise. Moi j'aime bien, et ce qui est assez important et ce qu'on fait pour Alan, c'est fixer une vision long terme hyper ambitieuse. Et nous, la vision long terme hyper ambitieuse, c'était pas de créer une complémentaire santé, c'est de rendre la santé super simple, super transparente, accessible à tous et mettre de la technologie pour faire que on a un système de santé qui soit juste, équilibré, où tout le monde ait accès aux meilleurs services. Et après, comment on crée une boucle de feedback courte? C'est en créant des réussites rapides qui nous permettent d'aller au fur et à mesure sur ce but long terme. Et quand tu dis, il a fallu que je fasse ce qui me prenait aux tripes quand tu as créé Explicit, mais ce qui te prenait aux tripes, j'imagine que c'était pas spécialement les sièges d'avion, c'était le challenge, le défi. Ouais, clairement, à cette époque-là, moi je réfléchis. T'avais envisagé de travailler dans une grosse boîte ou pas? Si j'avais envisagé de travailler dans une grande boîte, c'était seulement de manière très temporaire pour apprendre un truc sur une industrie avant de créer ma boîte dans cette industrie-là. Et du coup, à l'époque, on a créé Explicit. Moi, je bossais sur plusieurs sujets en parallèle, dont pas mal déjà dans la santé, encore une fois, par tropisme familial. Ça fait hyper longtemps que je réfléchis à comment on met de la tech dans la santé. Et du coup, parmi plusieurs pistes, j'avais regardé, je commençais à parler à des groupes de cliniques pour essayer d'aller passer un an dans une clinique, voir comment ça marchait, des choses comme ça. Et en parallèle, je réfléchissais toujours à des trucs dans le web, dans la tech. Et Benjamin est venu me voir en me disant, j'ai trop mal voyagé en classe éco, il faut qu'on change quelque chose. Et on a commencé à bosser le sujet, à littéralement geeker en lisant des centaines de brevets, en étudiant le marché, etc. Et ça s'est un peu emballé. Et en effet, le siège d'avion, c'était pas ma passion, dans le sens l'aéronautique. Enfin, j'adore l'espace. C'est assez fascinant ce qui se passe en ce moment d'ailleurs sur le sujet. Mais c'était pas ma grande passion. En revanche, construire une boîte industrielle en France en 2010 et résoudre tous ces énormes problèmes, ça c'était hyper excitant. Et là, encore une fois, aller dans un truc où tout le monde nous dit que c'est impossible et qui nous semblait hyper ambitieux était aussi le truc qui rendait ça génial. Ouais, ça c'est un thème, j'ai l'impression, le côté rien n'est impossible, et qu'à chaque fois que ça a l'air impossible, ça a l'air du coup de t'intéresser, au point même qu'on dirait que t'as un peu bon là ça fait 2 exemples de boîtes, donc je sais pas si on peut en tirer une mais t'as l'air d'avoir une méthodologie finalement pour approcher ces problèmes. Ouais, c'est une méthodologie qui s'est construite au fur et à mesure. Hein. Je pense vraiment pas qu'on peut dire qu'on avait une approche hyper structurée quand on a créé notre première boîte. Beaucoup plus là en créant Alan, mais t'apprends en marchant de toute façon. Et oui, c'est une méthodologie de se demander qu'est-ce qui est clé à la réussite de ce que je veux faire. Comment je découpe un très gros problème en plein de sous-problèmes et comment je crée une expertise et un savoir-faire hyper fort sur ces problèmes. Moi, je suis un peu un mania de l'exécution, quoi. Il faut s'organiser pour exécuter super bien et se fixer des objectifs et mesurer si on atteint ces objectifs très vite, parce que sinon tu peux courir très longtemps dans le mauvais sens ou dans la mauvaise direction et t'essouffler. Et ça, on l'a plutôt très bien appliqué sur Alan, parce que c'est allé vite. Pour raconter l'histoire d'Alan et le contexte, au moment où moi j'ai perdu un de mes grands-pères d'un cancer et ça m'a vraiment je suis très proche, on est famille assez soudée, donc j'étais très proche et ça m'a vraiment refait penser à la santé, comment on fait de la prévention. J'ai commencé à vraiment geeker
la génétique, j'ai fait des tests, j'ai analysé la data, etc. J'ai commencé à bosser là-dessus. Puis je me suis dit, bon, la génétique, c'est un peu comme aller regarder le code source d'un programme, aller regarder les 0 et les 1. En fait, on a peut-être des trucs à débugger au-dessus. Tu cherchais à faire quoi en temps de recherche sur la génétique? En fait, j'ai essayé de comprendre comment on pouvait prendre un peu le contrôle de notre santé et prendre des décisions beaucoup plus éduquées que j'ai 60 ans, il faut aller faire une coloscopie tous les 2 ans parce que c'est la moyenne du marché. Et en fait, d'abord j'ai bossé ça, mais là c'était vraiment d'abord un truc perso. Je pensais pas en faire une boîte, puis plus j'ai commencé à tirer ce fil-là, plus je me suis dit il y a vraiment un truc à faire dans la prévention personnalisée. C'est là-dessus qu'on a commencé à travailler avec Charles. Et pareil, on s'est fixé des objectifs assez vite qui étaient de se dire est-ce que en 2 mois on va être capable d'avoir accès à assez de données pour faire des modèles de prévention qui nous semblent faire du sens, même si on sait que techniquement ça va prendre beaucoup plus de temps, mais déjà est-ce qu'on est capable de structurer la donnée et est-ce qu'on voit un modèle, un business model et un modèle de distribution qui marchera. Et au bout de 2-3 mois, on s'est dit en fait ça sert à rien d'apporter un nouveau service dans un système qui marche pas, donc une fonctionnalité de plus sur un truc qui marche pas de base. Et le truc qu'il faut d'abord réparer, c'est l'assurance. Et parce que l'assurance, c'est l'interface entre tous les acteurs du système, à la fois toi en tant qu'individu et assuré, à la fois les hôpitaux, les médecins, le système de remboursement. Et si on fait ça très bien, peut-être qu'un jour, on arrivera à pousser de la prévention active et ciblée. Vous êtes revenu à la base, en fait. Ouais, c'est ça. On s'est dit, il faut résoudre les problèmes de base avant d'aller résoudre les problèmes de derrière. Donc, quand tu attaques un problème, tu vois finalement dans quel ensemble de problèmes il fait partie et tu essaies de voir le truc en entier, c'est ça? Ouais, c'est ça. On essaye de, à la fois, je pense le job d'un entrepreneur, et qui est un job très difficile, c'est à la fois de prendre beaucoup de recul et d'avoir la big picture la plus globale d'un marché, d'un produit, et d'être capable ensuite de faire un saut très profond dans du micro-détail et très vertical pour aller comprendre tous les enjeux hyper spécifiques de l'expérience d'un utilisateur, etc. Et c'est cet aller-retour permanent que tu dois faire et être capable de faire qui est intéressant et je pense qui génère beaucoup de valeur. Et c'est un peu ce qu'on a fait là, et dans cette continuité de la création, se dire, en fait, c'est important de se concentrer sur le bon problème. Et quel est le bon problème, comment je l'adresse, et qu'est-ce qui va me permettre ensuite de créer derrière. Et je pense que c'est un travail qu'on a plutôt bien fait avec Alan, où on a validé assez rapidement quels étaient les points très importants, qui est est-ce que c'est un problème qui nous prend aux tripes et déjà, ça reste très important, et est-ce qu'on va être passionné à construire ça pendant 10, 20, 30, 40 ans. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, est-ce que... Ça, c'est la priorité, en fait. Ouais, je pense qu'on est une génération où on a la chance et j'espère que tout le monde pourra se donner cette chance-là de bosser sur les sujets qui nous passionnent, et je pense qu'on est bien meilleur quand on le fait, surtout. Enfin, c'est... là, on a un drive, et je dis on parce que c'est vraiment 100% des membres de l'équipe, et on a réussi à attirer que des personnes qui sont passionnées par les problèmes qu'on résout, qui est assez incroyable. Enfin, tu vois, moi, je suis impressionné par notre équipe chez Alan aujourd'hui. C'est genre, on est passionné, quoi. On réfléchit à tout le monde réfléchit à comment on fait les choses mieux, comment on interagit mieux avec le système de santé, comment on résout les problèmes de nos utilisateurs. Et tu vois, sans cette passion, sans cette attention aux détails, sans cette réflexion tout le temps à se remettre en cause pour aller plus loin, je pense qu'on n'arriverait pas à créer la boîte qu'on est en train de construire. Et en plus, avoir des gens passionnés, c'est des gens qui communiquent une énergie hyper forte, et ça permet d'attirer des nouveaux talents qui ont le même type de passion. Donc c'est très important. Donc ça, c'était le premier point, je pense, avoir un sujet qui nous passionne. Le deuxième point qui est très important, je pense, et encore une fois, là c'est plutôt un point de vue très tech et très startup, mais s'attaquer au bon marché. Donc, si tu veux faire une très grosse boîte avec beaucoup d'ambition, attaquer un marché qui est petit, tu vas te retrouver face à un plafond de verre à un moment. Et du coup, c'est très important d'aller, si tu veux faire une boîte qui sera immense, et nous, c'est notre cas. Enfin, tu vois, on veut construire l'équivalent d'un GAFA européen. Et je dis pas GAFA dans leur appréhension de la data et tout, non, dans l'appréhension que parmi les 5 plus grosses market cap au monde aujourd'hui, c'est des boîtes de la tech, et il y en a aucune qui est européenne. Et je pense que c'est un problème. Et est-ce qu'on peut construire ça en santé parce qu'on a réussi à changer le système? Et la conclusion, c'est comment changer le système. Donc, est-ce qu'on s'attaque à un marché qui est assez gros, qui nous permet de devenir très gros? Et après,
le dernier point, une fois que donc tu as un sujet qui te passionne sur un très gros marché, c'est comment je structure le meilleur groupe de personnes pour résoudre ça. Et pourquoi est-ce que tu veux, tu me dis pour faire un GAFA européen, pourquoi est-ce que tu as l'ambition, toi, de faire une très très grosse boîte? Parce qu'il y a aussi des gens qui ont des ambitions de faire des petites boîtes. Ouais. Et je pense qu'il y en a pas une qui est mieux qu'un autre. Il y a un peu en ce moment beaucoup de hype sur les boîtes VC funded, les tailles des levées de fonds. C'est un peu un concours et on est très mal placé parce qu'on a fait un des plus gros tours de sites français, donc on a levé beaucoup d'argent. Mais genre, c'est ce qui est pas important. Ça, c'est pas le plus important. Ce qui est vraiment très important, c'est est-ce que je résous un problème qui me touche et est-ce que je me suis armé au mieux pour le résoudre. Et il y a des problèmes, par exemple, qui demandent de l'argent des ventures capitalistes parce que tu veux faire des boîtes très ambitieuses. Et il y a des projets qui demandent de construire des boîtes indépendantes, autofinancées et qui se construisent sur le temps. Et il n'y a pas un modèle qui est plus cool qu'un autre et il n'y a pas un modèle qui est plus impressionnant qu'un autre. Les deux sont très, très durs. Après, ceci étant dit, nous, c'est une ambition personnelle de se dire que cette métrique de faire une boîte très grosse, en fait, c'est plutôt juste une métrique de mesure. Ça voudrait dire qu'on a eu beaucoup d'impact sur la vie des gens et c'est ça qu'on veut faire et on veut toucher des millions, peut-être des milliards de personnes un jour parce qu'on pense qu'on est capable d'apporter quelque chose de supérieur en termes de service dans un secteur qui a vraiment besoin de ça. Et en effet, on a beau dire, mais Google, d'une certaine manière, a organisé l'information du monde et a organisé l'information d'Internet. Encore une fois, je dis tout ça avec beaucoup de mesures, hein, parce qu'il y a des choses très positives et des choses qu'on peut prendre. Facebook, à sa manière, a connecté quand même beaucoup de gens et a changé nos relations sociales pour le meilleur et pour le pire de temps en temps. On en discutait juste avant sur la relation aux notifications et à l'interface et avec les autres personnes qu'on avait. Amazon a changé la manière dont on fait du commerce et de l'achat. Et on pense qu'on peut et qu'on doit même changer la manière dont on interagit avec le système de santé en s'intégrant, bien sûr. En France, on a un système de santé qui est merveilleux, donc on veut s'intégrer avec la sécurité sociale et juste rendre ça 10 fois plus puissant. Et on pense qu'on peut faire ça un peu partout. Donc vous n'êtes pas là pour un peu comme Paul Duhan disait dans un épisode, il appelait ça de la disruption bienveillante. Ouais. Il disait qu'il était pas là pour. C'est un peu pareil pour vous, ça. Vous n'êtes pas là pour se détruire. Vous avez envie de... Ouais, on pense. Enfin, on n'est pas là pour détruire. Moi, j'ai cette vision que il faut pas être béat ou naïf. Quand il y a des trucs qui marchent très bien, il faut les prendre et il faut construire dessus. Et il faut aussi être capable de se dire, il y a des choses qui marchent mal et on peut faire beaucoup mieux. Et l'enjeu ce qu'il faut, c'est toujours un peu avoir ce challenge-là et pas accepter ce qu'on nous dit, pas accepter que les choses sont... J'y reviens, que les choses sont impossibles, que ça peut pas changer, etc. Et c'est cet enjeu qui veut juste dire comment progressivement j'arrive à construire des choses meilleures. Et si tu le fais pas bien, de toute façon, t'as une boucle de feedback qui est très positive, c'est que les gens, qui est très rapide, les gens t'utiliseront pas, les gens seront pas contents, les gens se mettront en opposition entre toi. Donc, c'est le marché est là pour résoudre ça. Ouais, donc c'est un truc que j'aime bien. Alan, ça avance très très vite et on dirait de l'extérieur, on sent une sorte de philosophie de tout remettre en question et puis surtout de jamais rester bloqué. Et même dans Explicit, il y a quelque chose, il y avait beaucoup de ça. Tu dis que tout le monde disait que c'était impossible et au début je crois que vous aviez des fournisseurs qui vous faisaient des pièces et que ça prenait des mois ou des semaines à faire des pièces et qu'ensuite elles arrivaient, vous les cassiez, il fallait les refaire. Et à un moment vous avez acheté un moule, quoi. Vous avez acheté un four pour faire des pièces vous-même, c'est ça? Ouais, c'était une histoire. Des pièces de siège d'avion, hein, on parle. C'était assez fou. C'était au moment où on testait des technologies composites et donc le composite c'est un mélange de plastique et de fibre de carbone et en fait il y avait aucune des solutions du marché qui fonctionnait. Du coup, on fonctionnait avec des sous-traitants avec des cycles hyper longs et on s'est dit comment on casse ce cycle-là et on avait la chance. Notre équipe chez Explicit, Benjamin est un génie de l'industrie et du produit et Vincent est un génie scientifique aussi. Du coup, on s'est dit comment on hack ce truc-là et une des manières de le hacker, c'était de prendre un moule, un four à céramique, de créer une petite boucle d'autorégulation pour mesurer la température et du coup être sûr qu'on était à la bonne température. Et après, de tester, au lieu de tester 10 pièces par mois, d'en tester 50 à 60 par jour avec plein de combinaisons, de pression, de mélange, etc. Dans des conditions dont on n'est pas très fiers, mais bon, tout le monde est vivant et personne n'a perdu de membres. Donc, mais ça, c'est une attitude qui a fait la différence. En fait. Ah ouais, clairement, je pense que on y sera encore. Tu vois, c'est juste
comment tu hack les trucs pour que ça marche bien. Avec Alan, je pense qu'on a bien défini ce que c'était qu'un minimum viable product, par exemple. On a eu notre agrément le 23 octobre 2016 et on était live le 25 octobre. Le jour où on était live, c'était important pour nous d'être live le 25. Vous étiez live, ça, vous avez lancé le site. On a lancé le site et les gens pouvaient commencer à s'inscrire. Et c'était très important pour nous de le faire le plus tôt possible parce que on est dans un marché où nous on est sans engagement, mais les concurrents ont des contrats annuels et il faut prendre et tu dois les dénoncer 2 mois avant la fin de l'année, donc 2 mois avant le 31 décembre, donc le 31 octobre. Donc chaque jour avant le 31 octobre était important et on s'est lancé live le 25, mais à ce moment-là on était les entreprises n'étaient pas encore capables d'inviter leurs salariés. Ils pouvaient s'inscrire, mais pas inviter leurs salariés. Et on ne pouvait pas couvrir. Donc, on a dit, on commencera à vous couvrir le 1er décembre et à pouvoir rembourser. On n'a pas beaucoup dormi pendant le mois de novembre, mais c'était vraiment une MVP, quoi. Quelle était la première fonctionnalité qu'on devait avoir? C'était que les gens soient capables de s'inscrire et qu'on puisse enregistrer ça. Et après, on a construit le reste de l'avion pendant qu'on volait. Et tout s'est très bien passé. Le 1er décembre, on a fait notre premier remboursement et tout. Et c'était vraiment ça, se poser la question de comment on hack le truc pour que ce soit hyper rapide, qu'on voit tout de suite si ça marche, si ça s'emballe et qu'on teste avec le marché. Ça, j'ai l'impression que c'est une attitude qu'on peut vraiment appliquer à beaucoup de zones de la vie et qu'il y a souvent on se bloque ou il y a beaucoup de gens qui vont se bloquer parce qu'il y a l'air d'avoir des blocages comme les fournisseurs sont trop lents pour explicite ou tout simplement j'ai pas le matériel qu'il faut pour commencer, alors qu'en fait souvent si tu veux si tu veux, je sais pas, faire un film, il te faut, comme dirait une chanson récente, il te faudrait juste un truc qui filme. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut appliquer partout, quoi. Ah, mais clairement, en fait, j'avais ce discours, on a un pote qui a vendu sa boîte à une boîte de la Silicon Valley et qui bosse maintenant là-bas. Et on avait cette discussion qui était l'ingénieur français par rapport à l'ingénieur américain. Et l'ingénieur français, il va avoir la tendance à poser tous les problèmes, tout ce qui peut pas marcher, essayer de construire un truc hyper bien structuré, etc. Ce qui est bien. Mais le problème, c'est qu'en attendant, il y a un ingénieur américain qui a déjà construit 10 trucs, qui a peut-être en raté 9, mais en fait, qui a appris beaucoup plus. Et ce qui est intéressant, c'est de trouver la bonne balance entre les deux. Et ouais, je pense que c'est très important à chaque fois qu'on essaye un truc, de se dire comment je peux le tester de manière low cost, mais représentative. Ce que j'aime bien, il y a une méthode qui est super intéressante. On a publié 2 articles de blog autour de ça, qui est Sprint de Google Ventures, et qui dit comment tester une idée en moins d'une semaine, la prototyper, enfin, choisir une idée, la prototyper et l'avoir testée en moins d'une semaine. Et la journée du jeudi qui est construire les prototypes a quelques règles. Et une des règles, c'est il faut que c'est l'air réel, mais il faut que ce soit à jeter. Et c'est vraiment ça, c'est comment tu te crées un truc qui donne une boucle de feedback assez rapide pour prendre des décisions. Et en fait, tu t'aperçois que tu peux quasiment tout faire hyper vite. Enfin, bien sûr, nous, on était dans un truc hyper régulé, donc on pouvait pas être. C'était un métier assez difficile. Je pouvais pas faire voler des sièges d'avion avant d'être certifié, et je pouvais pas vendre des polices d'assurance avant d'avoir un agrément de la CPR. Mais en revanche, on pouvait faire plein de trucs avant qui nous permettaient de tester nos process d'onboarding, comment les gens réagissaient, est-ce qu'une solution de produit Onyx allait marcher, etc. Et l'idée, c'est comment tu testes tout ça. Nous, on s'est mis des trucs plus compliqués par-dessus en se disant on va aller dans les marchés les plus réglementés du monde. Mais dans la vie, tu peux faire ça sur tout. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes pas dit sur... je prends l'exemple de Explicit parce que Alan, du coup, ça s'est passé très vite. Mais bon, c'est compliqué aussi. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes pas dit à un moment c'est trop difficile? Est-ce que toi, il y a des moments où tu te disais c'est trop difficile et j'arrête, et les autres te remontaient le moral? Comment ça se passait? Bon, on avait ce truc quand t'es plusieurs cofondateurs, tu peux gérer les creux de la vague. On en a eu quelques-uns chez Explicit, mais on a toujours très vite trouvé des solutions. Parce qu'on avait toujours des plans, des tonnes d'idées, donc ça a été assez long et laborieux, mais on a toujours réussi, et le fait d'être un groupe aidait beaucoup. J'avoue que chez Alan, c'est parfois effrayant parce que tout se passe très bien et du coup il faut faire attention, et on se dit du coup est-ce qu'on va assez vite, est-ce qu'on se met assez en danger, et pourtant on le fait tous les jours, mais c'est ce qui prouve que tu apprends beaucoup, et que quand même l'expérience, quand elle est bien documentée et quand elle est bien partagée, ça a beaucoup de valeur. Comment ça, quand elle est bien documentée, bien partagée? En gros,
nous, chez Alan, on est un peu des ayatollahs du partage de savoir. Donc, on écrit beaucoup. Déjà, on a quasiment pas de meeting. Enfin, on n'a pas de meeting. Et donc, tout est par écrit. Et du coup, tout le savoir, et on essaye de rendre le savoir intelligible et partageable. Et en tout cas, je considérais avoir une courbe d'apprentissage assez incroyable quand on a certifié notre siège d'avion et qu'on a essayé de réappliquer en termes de méthode à l'industrie de l'assurance. Et là où on a fait un truc aussi assez extraordinaire, donc nous on est monté très fort en compétences et derrière on a attiré dans l'équipe des personnes comme Paul, Bertrand, Fabrice qui ont des compétences dans l'assurance complètement dingues et tarées et qui ont apporté aussi ce savoir et combiné une méthode assez atypique, agnostique un peu du secteur avec une compréhension hyper fine de l'assurance. Ça a permis d'aller très vite. Enfin, même au moment où on a créé Alan, donc on pitchait qu'on allait créer Alan, c'est pareil. Tout le monde disait qu'on n'arriverait pas à avoir une licence d'assureur, que il fallait qu'on ait un assureur majoritaire au capital pour faire ça, qu'il y en avait plein qui avaient raté avant nous, qu'il n'y avait aucune chance qu'on le fasse, que même si on est arrivé, ça prendrait 2 ans et demi ou 3 ans. C'est un truc français, ça, tu crois? C'est un truc. Cette espèce de il y a un côté. On part du principe que tu vas pas. Ouais, je pense qu'on part du principe que quand personne. Il y a 2 trucs qu'on entend très souvent. C'est. Bon, il y a ce truc, quand personne ne l'a fait, bah, du coup, pourquoi toi t'arriverais à le faire? Donc, il y a un peu ce truc-là. Et le deuxième truc, c'est. Et une fois que tu l'as fait, mais c'est facile pour les autres de le faire. Et du coup, pourquoi les grands groupes ils le font pas et pourquoi ils le font pas en 2 minutes? On a un peu cette vision toujours qui, je pense, plombe un peu de l'entrepreneuriat français. Mais on a passé assez d'étapes. Tu vois, quand on a créé Explicit en 2010-2011, le marché n'était pas le même. Aujourd'hui, il y a quand même plus de gens qui ont eu des succès. On commence, enfin, j'ai l'impression que ça devient sexy. Il y a beaucoup d'argent dans le marché, donc on commence à être plus ambitieux et attaquer plus de problèmes que les gens pensaient impossibles. Donc c'est sûrement un peu français, peut-être même un peu européen. Mais ça va changer, j'espère, et j'ai l'impression que c'est en train de changer assez fort et que on se met c'est bien de se mettre des tapes sur l'épaule quand quelqu'un te dit un truc un peu taré et voir s'il y arrive. Et au pire, il rate, quoi. Et c'est pas non plus très grave. Parce que vous, par défaut, c'est faisable, en fait. En fait, j'ai du mal à avoir des trucs qui sont impossibles à faire. C'est vrai que si un type peut arriver à construire des fusées et à les faire atterrir sur des trucs sur la mer, c'est que ça doit être possible de faire de... Non, mais Elon Musk est assez fascinant. Pareil, avec toutes les distorsions de la réalité qu'il a, etc., ça fait que, il a shippé une voiture électrique. On a beau dire qui a galvanisé le secteur de la voiture électrique et qui a rendu le truc possible, atteignable. Et parce qu'il y a 10 ans, personne ne se dirait que ce serait possible d'avoir des flottes 100% électriques bientôt. Maintenant, c'est une thèse pour beaucoup de pays. Donc ce qu'il fait avec SpaceX est complètement dingue aussi. Encore une fois, il faut jamais être BA et se dire tout est extraordinaire, tout est parfait. Mais globalement, oui. Genre, on se fixe des problèmes, on définit des problèmes et on essaye de se fixer des solutions hyper ambitieuses et après, on fait en sorte d'exécuter. Et encore une fois, ça peut rater. Et peut-être que Tesla et SpaceX ont failli faire faillite, c'est terrible. Peut-être que ça peut encore arriver. Hein. Ils sont pas dans des positions de cash extraordinaires. Disons que surtout quand tu fais de l'aéronautique, le cash, c'est... si t'as quelques ratés de suite, ça devient très compliqué. Ouais, c'est ça. Et les cycles sont longs, quoi. Et les cycles sont très longs. Mais ils y arrivent. Et encore une fois, même s'ils plantent, ce sera triste pour des investisseurs, ce sera triste pour plein de gens. C'est le principe du venture capital. Ils auront fait avancer des industries assez drastiquement. Et moi, je pense surtout qu'ils vont réussir. Et j'espère qu'ils vont continuer. Quand t'as quitté Explicit, est-ce que c'était parce qu'il y avait justement après 4 ou 5 ans, est-ce qu'il y avait t'avais besoin de plus de sens ou de quelque chose qui te ressemblait plus? C'était peut-être à ce moment-là aussi que t'avais cette histoire de ton grand-père qui a eu un cancer. Ouais, ça s'est passé exactement à ce moment-là. J'ai eu du mal j'ai perdu mon grand-père et le cancer de mon grand-père s'est déclaré et du coup ça m'a fait vraiment commencer à réfléchir à ça et à me poser la question de quand je me lève le matin, quel est le sujet qui m'excite le plus? Est-ce que c'est vendre un contrat de plus de siège d'avion?
livrer plus de sièges, ou est-ce que c'est essayer de faire mieux marcher le système de santé. Et il est apparu après quelques nuits d'insomnie que c'était clairement le sujet numéro 2. Et du coup, après, j'ai conduit le truc avec mes cofondateurs et mes actionnaires pour dire, la boîte est en super bonne position sur le marché, on est profitable, on avance, comment moi je veux passer à l'étape suivante. Je pense que j'aurais pu beaucoup mieux le faire et beaucoup mieux l'exprimer. Mais c'est ça qui s'est passé dans ma tête. Là, voilà, mon truc, c'est je crois beaucoup en la transparence de ce qu'on pense, et on met beaucoup de choses dans la transparence chez Alan. J'ai pas assez bien expliqué, je pense, que je voulais créer un nouveau truc en partant d'Explicit, parce que je savais pas comment faire passer ce message. Et surtout, j'avais pas encore formalisé. Comme j'avais pas formalisé dans ma tête quelle serait la boîte, c'était dur de dire aux autres, et je disais très peu à l'extérieur sur quoi j'étais en train de bosser, parce que j'étais même pas sûr que ça allait faire quelque chose. Mais je savais que j'allais regretter toute ma vie de pas le faire maintenant si je le faisais pas maintenant. C'était pas ça avait créé des problèmes, ton départ? Ça, je dirais pas que ça ait créé des problèmes, mais ça a créé. Enfin, il a fallu du temps pour l'expliquer, et l'expliquer à moi-même aussi, parce que c'était quand même une aventure dans laquelle j'avais mis toutes mes tripes pendant très longtemps, et l'expliquer à mes cofondateurs. Et après, on a bien fait la transition, etc. Mais je pense que tu peux toujours mieux faire. J'aurais pu mieux l'expliquer aux équipes, mieux l'expliquer aux actionnaires, mieux l'expliquer à Benjamin et Vincent. Et voilà, mais après on a bien fait le travail. On était tous des gens très adultes, intelligents, qui comprenaient la valeur long terme de la boîte, donc ça s'est très bien passé derrière. Quand est-ce que tu en avais conscience pendant les années où tu faisais Explicit que c'était pas forcément le truc sur lequel tu avais envie de dédier ta vie? Toute ma vie, ouais. En créant la boîte. Et du coup, c'était pas difficile parfois, où il y avait pas des moments où tu te disais je devrais pas être en train de faire ça, je devrais être en train de faire autre chose? Non, parce que en tout cas pendant les 5 ans et quelques où je l'ai fait, ça a été que de la pure croissance, et donc pas de place pour le doute presque. Non, on a eu des doutes techniques, des doutes autour de la certification. Enfin, on a eu plein de doutes hyper forts, mais jamais sur là-dessus. Après, tu tires plein d'apprentissages de ta première boîte. Enfin, vraiment plein sur comment tu veux structurer ton équipe, quelles sont les méthodes de management et j'aime pas trop le terme management, mais quelles sont les méthodes d'organisation plutôt que tu veux mettre en place, qu'est-ce qui est important pour toi, et essayer de trouver des personnes qui sont très très alignées avec toi là-dessus. Et ça, j'ai fait beaucoup de travail. Enfin, mon travail de transition entre les deux, c'était très rapide. J'ai pris une semaine de vacances et je bossais sur Alan. J'aurais dû peut-être prendre un peu plus. Mais les premiers mois d'Alan, c'était à la fois réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut construire en termes de boîte, de business model, etc. Et qu'est-ce qu'on veut construire en termes de boîte, en termes d'organisation, d'intéressement au capital, de transparence, de méthode de fonctionnement. Et ça, c'est un travail qui, je pense, a généré énormément de valeur de le faire très tôt. Très, très tôt. Mais justement, il y a un autre sujet qui est intéressant quand on s'attaque à des problèmes très complexes, c'est que, comme tu dis, tout le monde te dit c'est impossible, vous n'allez pas y arriver. Du coup, il y a toute une problématique, c'est la problématique de convaincre. Et ne serait-ce qu'au début, quand tu parles de Explicit, au début, vous alliez voir des gens pour leur vendre parler de votre idée de faire des nouveaux sièges d'avion. Ouais. Sur Alan, vous dites que vous allez complètement réinventer le secteur de l'assurance. Et du coup, comment tu l'abordes? Parce que ça s'applique à beaucoup d'autres zones de la vie. Encore une fois, si tu veux faire un film, c'est pareil, il faut convaincre des gens, des acteurs, tu vois. Ouais. Le premier point, je pense, c'est d'être super passionné. Enfin, si tu crois, toi, très fort, et tu crois que tu vas y arriver, et que tu es assez sûr que tu vas y arriver, tu vas transmettre cette énergie-là. Ce qu'on avait fait chez Explicit, c'est la manière dont ça s'était passé, c'est on n'était pas allé pitcher pour lever des fonds, on était allé pitcher pour prendre des conseils de personnes de l'industrie qu'on trouvait hyper impressionnantes. Et c'est plutôt eux à la fin qui nous ont proposé d'investir. Du coup, au moment où on a décidé de lever des fonds, on les a recontactés et ça s'est passé. Mais oui, l'idée, c'est il y a 2 enjeux, c'est être très passionné, et après, toujours pareil, je pense que c'est très important, et on en a encore un peu trop à français, ne pas être naïf sur les attentes des autres. Donc être très assertif. C'est te dire, la personne d'en face, si je me mets dans ses chaussures, quelles questions il va se poser, comment je peux y répondre et quels sont ses enjeux.
Donc, si je vais voir un venture capitaliste, en fait, il veut une boîte qui va faire x10, x20 ou x5, j'en sais rien, ça dépend des VC. Donc, est-ce que l'histoire que je veux construire est adaptée à ça? Et si je vais voir un business angel, qu'est-ce qui résonne pour lui? Et en fait, il faut vraiment ça parce que la pire des choses, c'est le désalignement des intérêts et te mentir à toi-même ou mentir aux gens qui sont avec toi. Donc, vraiment, ça, c'est le premier point. Toujours se mettre dans les chaussures des autres, quoi. Ouais, parce que ça marche pour tout, encore une fois. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple, je dis faire un film, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais si tu vas voir un acteur, par exemple, il faut qu'il se dise, ce film va me servir, ça va être bien et les gens vont trouver que je suis bien dedans, etc. C'est ça, va me faire passer à la prochaine étape de ma carrière, va me faire grandir, va me faire peut-être gagner beaucoup d'argent, j'en sais rien, tu vois. Mais il faut se dire qu'est-ce qui résonne chez la personne et comment je résous à ce problème. Ça marche pareil avec le régulateur. Enfin, nous, avec l'autorité de contrôle prudentiel, la Banque de France, c'était à quoi on doit répondre pour que ces personnes-là ne prennent pas un risque en nous donnant un agrément d'assureur. Et c'est bien normal. Enfin, leur job, c'est de faire en sorte que le marché de l'assurance se passe bien. Donc, il faut les aider à ce que ce soit très facile à faire ça. Et c'est comme ça que tu convaincs. Donc, en tout cas, on a l'impression, et sur Alan, comme j'ai eu la chance d'avoir pas mal de goodwill de pas mal d'investisseurs. Donc, ça s'appelle goodwill. C'est-à-dire que bienveillance. On était reçus très vite et ils avaient plutôt une très forte confiance sur notre capacité à exécuter ce qu'on disait. Et même si ça allait être très difficile, beaucoup de gens savaient qu'on arriverait à faire ce qu'on dirait. Du fait aussi peut-être de la première boîte. Mais clairement, c'était complètement lié à ça. Hein. Donc en fait, il y a un autre élément, c'est-à-dire qu'il y a se mettre dans les chaussures des autres, être passionné par son sujet, mais il y a aussi une ligne de crédibilité un peu. Il faut créer ta crédibilité et la crédibilité, nous, on l'avait créée par notre passif et Charles aussi sa superbe carrière dans la Silicon Valley et les premiers talents qu'on avait commencé à attirer même avant que la boîte soit créée en échangeant. Et après, le deuxième point, c'est en ayant créé une expertise hyper forte d'un sujet. Ce qui, en tout cas, nous, on a bossé comme des chiens l'assurance, le code des assurances, le fonctionnement d'une boîte d'assurance, etc. Et du coup, on n'arrivait pas... Enfin, je pense qu'il a impressionné les investisseurs et qu'on fait... qu'ils ont investi sans slide deck, parce qu'on n'avait même pas fait de slide deck au départ, c'était parce qu'on avait quand même une très bonne compréhension de là où on allait et on avait super verticalisé et intégré le savoir. Et après, on a pris des gens qui étaient encore plus forts et plus intelligents que nous là-dessus dans l'équipe et la combinaison de tout ça fait que ça fonctionne très bien. Donc c'est vraiment... Il faut faire ses devoirs, quoi. Il faut faire... Ouais, encore une fois, il faut faire ses devoirs et un investisseur... Un early employé qui va rejoindre l'équipe, quelle question il va se poser? C'est est-ce que je crois que ces fondateurs sont capables d'exécuter la vision qu'ils donnent? Et en fait, l'investisseur va se demander est-ce que je crois que cette équipe va être capable d'exécuter la vision qu'ils donnent? Est-ce qu'il s'attaque à un vrai problème et à un gros problème? Et en fait, c'est quasiment que ça. Est-ce que c'est un vrai problème et un bon problème? Est-ce que le marché est très important? Et est-ce que le marché est très important? Et est-ce que c'est la meilleure équipe pour résoudre ce problème-là? Et c'est normal, c'est les bonnes questions à se poser dans un truc hyper early. Hein. C'est comment j'attaque ce problème-là et est-ce que ces gens-là sont les meilleurs pour le faire? Ça me fait penser, on parlait d'Elon Musk tout à l'heure, tu sais, j'avais lu sa biographie il y a quelques mois et pour encore une histoire de... Bon, lui, il n'a pas besoin de crédibilité en plus, mais pour l'histoire de faire ses devoirs, tu sais, il raconte que quand il est chez SpaceX, il parle à ses ingénieurs et que les mecs se rendent compte qu'en fait, il s'y connaît presque plus qu'eux sur le domaine des fusées, etc. Ouais, c'est ça, et je pense qu'il fait très bien ses devoirs. Il faut être conscient de ses limites, enfin, un truc qui est... il faut être capable de dire cette personne-là est bien meilleure que moi pour faire ça, parce que... Et du coup, lui donner aussi toute la responsabilité pour le faire, et moi, je suis vraiment contre... le micromanagement, mais il faut être capable d'avoir assez bien fait ses devoirs pour challenger l'existant et ne rien accepter. En fait, nous, le truc, et je pense qu'on fait très bien, c'est n'accepter aucun code. Quand on me dit il faut faire comme ça ou on fait comme ça parce que ça a été comme ça, c'est le meilleur signal que il faut essayer de casser le truc parce que c'est là où on va générer plein de valeur. C'est une alerte rouge, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut tout remettre en question tout le temps, c'est ça? Exactement. Il faut toujours savoir pourquoi tu fais des choses comme ça, c'est ça? Ouais, et ça s'applique dans la vie tous les jours. Ouais, et tu commences à décloisonner plein de trucs et de concepts de société assez intéressants quand tu fais ça. Mais dur, c'est ça qui fait que c'est ce que vous appliquez sur, tu sais, on a parlé de votre produit et le fait qu'il est très très simple. Et en fait, t'appliques cette méthodologie à tous les éléments du produit, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que
Si pour revenir sur Alan, il n'y a pas que le moment du sign-up et de l'inscription qui compte dans une assurance, c'est toutes tes interactions. Tes interactions avec le système, le service client, tes interactions pour te faire rembourser, le fait que s'il y a un problème, un cas complexe, ce soit vraiment simple et que tu n'aies pas l'impression de rentrer dans un tunnel infini en étant poussé d'un service à l'autre. Et ça, en fait, ça a plein d'implications techniques, de réflexion sur, encore une fois, je me mets à la place de l'utilisateur cette fois et moi, en 2017, qu'est-ce que j'attends d'un service que j'adore et avec lequel j'interagis? Et ce que j'attends, c'est que le gars me comprenne, me pose pas des questions idiotes et qu'en fait, j'ai même pas besoin d'interagir avec un être humain pour résoudre le problème parce qu'il a été soit résolu avant ou il y a deux interfaces dans l'application qui m'aident à faire ça. Et ça, oui, ça demande de tout déconstruire, mais vraiment tout. C'est encore une histoire de se mettre dans les chaussures de l'autre. D'ailleurs, vous êtes vos propres clients. Ouais, on est nos propres clients, donc on vit notre produit de tous les jours et on n'est même pas la première boîte assurée par Alan, c'est ça qui est assez fou, mais on est dans les 3 premières. Et ça, je pense que c'est obligatoire quand tu crées quelque chose, c'est d'être le premier utilisateur de ce que tu fais. Je pense que c'est très dur si tu l'es pas. Si tu l'es, si tu l'es pas, il faut trouver plein de moyens pour avoir de la boucle de feedback permanente. Un gars une boîte qui m'impressionne beaucoup et quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, c'est Antoine Martin de Zenly, qui passe un temps fou avec des teenagers pour comprendre comment ils utilisent Zenly parce que c'est des énormes utilisateurs du produit. Et lui a une utilisation de Zenly, moi j'ai une utilisation de Zenly, etc. Et à la fois, il sait qu'une des grosses parties de ses utilisateurs, c'est les teenagers. Du coup, il a une dedication qui est incroyable à comprendre comment ils utilisent leurs produits, quels sont les usages, etc. Et nous, on fait la même chose dans la santé. Et c'est assez facile parce qu'on s'assure nous-mêmes en tant que boîte. Donc, on voit tous les points. On t'a parlé tout à l'heure premièrement, tu as parlé du fait qu'il faut accepter ses limites. C'est quoi tes limites à toi? Mes limites, il y en a plein. Disons les grosses limites que peut-être tu n'acceptais pas trop à une époque et que tu as fini par dire ok, ça c'est mes limites, je vais prendre des gens qui savent faire ça mieux que moi maintenant. Un des premiers points, c'est être capable de te dire que tu vas recruter des personnes qui sont plus intelligentes que toi dans leur verticale et faire tout pour les avoir, surtout. Enfin, ne pas accepter de ne pas avoir de personnes plus intelligentes que toi dans ta verticale, ce qui est assez inconfortable, parce que tu vas te retrouver à avoir des personnes qui sont plus fortes que toi, qui maîtrisent mieux leur sujet que toi. Et dont tu es le chef. Je ne me considère pas le chef, mais en tout cas, dont toi. Et du coup, tu enlèves cette notion de chef et tu te dis plutôt, moi, ma vision, c'est de leur donner la direction dans laquelle on va aller, de leur donner le niveau d'information pour prendre les meilleures décisions possibles dans ce contexte-là, qui est très complexe, et après de leur donner les outils pour qu'ils prennent ces décisions très bien, ils partagent de manière très simple pourquoi ils ont pris ces décisions et ça fasse grandir le savoir de tout le monde dans le groupe. Et une fois que tu fais ça, tu te permets d'avoir des talents assez ouf qui rejoignent ton équipe. Et encore une fois, je suis tellement fier de ce qu'on a réussi à construire chez Alan en termes d'équipe que c'est le premier point. Donc, c'est être capable de se dire, voilà. Pourquoi c'est inconfortable? C'est dans c'est inconfortable. C'est de dire à quelqu'un qui s'y connaît mieux que toi comment tu penses qu'il faut avancer. Il y a ça et surtout recruter des gens qui ont plus d'expérience que toi, qui sont plus seniors que toi, qui sont plus âgés que toi. C'est pas facile. C'est un exercice qui est complexe, qui demande de remettre en cause plein de choses et qui demande aussi d'avoir extrêmement confiance en toi sur là où tu es très bon et de dire si on combine nos forces ensemble, ça va être juste extraordinaire. Donc ça, c'est le premier point. Je pense c'était un sujet assez important. Le deuxième point, et qui est très lié à ça, c'est que même si tu as une attention au détail qui est très importante, et je pense qu'il faut avoir beaucoup d'attention au détail, il faut surtout pas tout contrôler, mais plutôt le contraire. Il faut donner beaucoup de responsabilités à ces personnes très brillantes pour qu'ils prennent des décisions et être capable de temps en temps d'aller faire en revanche des deep dives sur des sujets où tu te dis je vais essayer d'avoir un regard critique, mais voilà. La troisième truc qui est assez important, je pense, c'est la notion d'organisation de son temps et de là où ton temps a de la valeur. Et ça, je pense, c'est un des biais de beaucoup d'entrepreneurs où tu peux passer beaucoup de temps à faire des tâches qui sont en fait pas très importantes pour la boîte ou pas très importantes pour toi-même. Et du coup, vraiment se dire qu'est-ce qui est le plus prioritaire pour la boîte et comment je ne me concentre que sur les tâches qui ont le plus de valeur possible. Et ça demande... Tu ne pas coder, par exemple, pour certains ou... Ouais, c'est ça, de ne pas coder pour certains, ne pas... laisser juste...
ne pas s'occuper de certaines tâches administratives, enfin, tu vois, t'as des trucs, être capable de let go plein de choses pour se concentrer sur ce qui va être purement transformant. Et ça demande en fait un travail intellectuel qui est de vraiment se poser. Parce que parfois, c'est facile de passer du temps sur des trucs qui n'ont pas beaucoup de valeur et avoir l'impression d'avoir beaucoup travaillé. Ce qui est difficile, c'est de passer du temps sur des tâches très complexes qui prennent du temps de réflexion, qui prennent du temps à décloisonner. Et ça demande beaucoup de temps. Et ça, je pense, c'est l'enjeu, en tout cas des fondateurs, mais de beaucoup de gens, de tout le monde dans l'équipe, c'est quel est mon rôle, quelle est ma mission. J'aime bien quand tu crées une boîte, il y a ce truc, quel est mon rôle de fondateur ou de cofondateur et quel est mon rôle de CEO, CXO de la boîte. Et souvent, c'est deux trucs différents. Et le rôle de cofondateur est peut-être assez statique dans l'histoire de la boîte et ton rôle de CEO va changer, en tout cas, tout au long de l'histoire. Et c'est bien de se remettre en question. Et nous, on essaye de le faire beaucoup avec les membres de l'équipe, de se dire, bon, mais maintenant, sur mes 3 ou sur mes 6 prochains mois, quel est mon rôle, quoi. Et donner de la transparence là-dessus, ça aide aussi, et se poser la question à dire qui j'ai besoin de recruter pour que les trous dans la raquette soient remplis, et comment, dans 6 mois, je pourrais mesurer que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés en tant qu'individu pour leader la boîte au bon endroit. Donc c'est une histoire vraiment de hiérarchisation des priorités en permanence. Ah, mais permanent. Nous, c'est toutes les semaines. Hein. Toutes les semaines, tu re-hiérarchises ? En fait, nous, on a ce truc qui est toutes les semaines, chacun se fixe ses objectifs de la semaine suivante et dit s'il a atteint ou pas les objectifs de la semaine passée. Donc, se crée une coupe de C'était quoi, par exemple, tes objectifs cette semaine ? Cette semaine, alors nous, on est dans une période assez spéciale où le 31 octobre arrive très vite. Donc, cette semaine, j'ai encore un peu de sales. Ça, c'était un des objectifs. Un des autres objectifs, c'est continuer à structurer notre stratégie de croissance. Un des autres objectifs, c'est un de mes gros objectifs en ce moment, c'est sur le recrutement, parce qu'on est 15 aujourd'hui, on doit plutôt doubler assez vite. Donc, continuer à structurer notre process et à faire en sorte qu'on amène assez de gens dans le pipe. J'avais un objectif un peu de communication aussi. Et un de mes objectifs de la semaine, c'est on est en train de finir un cycle de 3 mois et c'est de redonner notre vision sur les 3 prochains mois à toute l'équipe pour qu'on la challenge tous ensemble. Donc ce travail, tu le fais tout le temps en fait, de revenir, qu'est-ce qu'on doit faire pour la suite. Exactement. En fait, tu laisses pas ce qui s'est passé définir la suite. Ah non, parce que sinon, tu peux aller dans la mauvaise direction pendant assez longtemps. Ouais. Et on a plein de nouveaux signaux, plein d'apprentissages en permanence. J'ai eu le sentiment que pour Alan, quelque chose qui était très important, c'était une sorte de notion de bonheur, enfin de travail heureux. Comment toi t'as pensé ce truc-là et qu'est-ce que t'as mis en place pour suivre ça? Ça m'a fait penser à des entreprises comme Basecamp qui communiquent beaucoup là-dessus. Ouais, c'est des boîtes qui sont hyper inspirantes, tu verras dans les. J'ai vu qu'il y avait les bouquins et tout, les bouquins Rework qui traînent là. C'est juste, tu peux le prendre de plein de manières différentes, mais c'est juste, si je prends d'une manière hyper rationnelle, quelqu'un qui est heureux de venir le matin, qui est heureux des problèmes qu'il résout, il le fera juste beaucoup mieux. Et rien que ça, en fait, c'est important. Le deuxième point, c'est qu'on passe beaucoup de temps au travail, donc il vaut mieux qu'on soit tous heureux d'être là et de le faire ensemble. Et ça, après, il y a plein de manières de le faire et qui sont assez liées à tout ce qu'on s'est dit. Hein. C'est être passionné par les problèmes que tu résous. Ça, déjà, je pense que ça résout 80% du problème. 2, faire en sorte que la manière et la méthode dont tu le résous soit agréable et te permettre de concentrer. Encore une fois, si tu es sur des problèmes intéressants, que toute la structure est là pour t'aider à les résoudre et pas à faire de la politique, à interagir sur les mauvais sujets, à passer du temps sur les sujets un peu pourris, en fait, c'est assez agréable de travailler. Et après, c'est essayer de créer un environnement où les gens ont confiance en eux, ont l'impression d'apprendre en permanence, ont l'impression de partager du savoir en permanence. Et je trouve que c'est ce qui est super beau, c'est cette ambivalence entre je grandis et j'aide les autres à faire grandir. Ça, c'est hyper valorisant. Et ce qu'on a réussi à créer, moi, qui me touche beaucoup, on avait un dîner d'équipe, un team event mardi dernier, et j'ai juste dit un truc qui était, parce que ça faisait les 1 an de l'agrément, ce qui me touchait et me bouleversait un peu dans cette boîte, c'est cette capacité qu'on a à s'entraider quand on a l'impression qu'un des membres de l'équipe est en galère. Et parce que ça arrive, et c'est normal. Et il y a un niveau de care qui est essayer de comprendre pourquoi cette personne-là doit travailler un peu plus tard là ou à un rush
et comment nous on peut l'aider, soit en créant de nouveaux outils, soit en donnant un peu de notre temps, soit en essayant de comprendre les problèmes qu'il a pour faire en sorte que sa vie soit plus simple, sa vie soit plus cool. Et du coup, c'est un peu le cumul de tout ça. C'est créer un environnement de travail qui est hyper cool. Donc, à la fois, il faut avoir des beaux bureaux et tout, mais ça, en fait, c'est assez simple, je pense. Enfin, ce qui est compliqué, c'est créer un espace où les gens se sentent bien, ont l'impression d'être responsables, de pouvoir prendre des décisions, mais d'être challengés en permanence pour grandir. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est voir comment les personnes de l'équipe parlent d'Alan quand ils en parlent, et c'est vraiment assez impressionnant. Voir comment on fait attention les uns aux autres, et voir que on est toujours capable de se fixer chaque semaine des objectifs hyper ambitieux et de les atteindre, quoi. Et quand on les atteint pas, de pas se jeter la pierre, mais plutôt de se poser la question assez humblement de pourquoi on les a pas atteints. Est-ce que c'est une question de méthode? Est-ce que c'est une question de mal avoir posé les objectifs? Est-ce que c'est une question de est-ce que c'était les mauvais? Et ça aide vachement à grandir. Et j'ai l'impression que tout le monde s'améliore en termes d'efficacité, de rendu. Enfin voilà. Il y a vraiment une ingénierie de comment tu conçois ta startup. Et forcément, je m'intéresse du coup à comment tu conçois ton mode de vie. Est-ce que c'est pareil, tu l'ingénierises? Ah ouais, moi, mon mode de vie est complètement ingénierisé avec plein d'A/B testing, mais ça fait... j'ai pendant très longtemps, et je continue à mesurer mes cycles de sommeil, à essayer... Tu utilises des apps genre Sleep Cycle, des choses comme ça? J'avais utilisé ça. Il y a un produit que j'aime beaucoup qui est Dream, qui est un... Ah, t'as le casque carrément? J'ai le casque. J'étais un bêta-testeur de la première version. Là, j'attends la nouvelle. Mais c'est assez intéressant, et j'avais commencé ça il y a assez longtemps. À l'époque, je mesurais sur Excel avant qu'il y ait des apps. Tu mesurais combien de temps t'avais dormi? Et j'ai essayé de mesurer combien de temps j'avais dormi, et après, quel était l'impact sur ma créativité, mon niveau d'énergie. C'était hyper biaisé comme mesure, mais c'était assez cool. Est-ce que j'étais sympa aussi? Parce qu'en fait, le sommeil a beaucoup d'impact sur est-ce que t'es sympa ou pas. Et est-ce que t'arrives à tirer des conclusions sur ce que t'avais mangé avant, sur j'ai jamais très bien réussi à le corréler à la nourriture. J'ai réussi à bien le corréler aux écrans. C'est pour ça que il y a plus d'écran dans ma chambre, et même le soir. On en discutait tout à l'heure juste avant l'interview. Donc ça, c'est assez important. Une des raisons sur mon sommeil, moi, je suis pas le seul, on est plusieurs potes à faire ça, mais j'ai arrêté de boire de l'alcool depuis 1 an, et ça a aussi assez littéralement changé ma vie en termes de niveau d'énergie, etc. Attends, c'est intéressant parce que si tu dis tu n'as plus d'écran le soir, pas dans ta chambre, ça veut dire que tu es incontactable. Ouais, je suis incontactable à des moments. Alors, il se peut que le soir arrive assez tard, parce qu'on peut travailler très tard de temps en temps. D'accord. Mais une fois que je suis dans ma chambre, oui, je suis incontactable. Et globalement, les gens de l'équipe savent que c'est assez difficile de m'atteindre si je suis en train de travailler sur un truc. C'est pas très grave. Moi, un truc que je dis beaucoup, et qui n'est pas forcément tout le temps vrai, mais c'est qu'il y a très très peu de choses vraiment urgentes. En fait, la plupart des choses qu'on pense urgentes sont pas urgentes. Je pense que toi et moi, on peut encore dire ça sur quasiment 100% des trucs, parce qu'on n'a pas d'enfants. Oui, voilà, c'est ça. Mais globalement, moi, je pense que il y a 100% des trucs qui sont pas urgents. En vrai, je vois pas un sujet qui peut pas attendre 45 minutes, tu vois, ou 1 heure. Et globalement, on est quand même addict à nos portables, donc au bout d'1 heure, j'aurais checké mes notifications, et enfin mon absence de notification. Tu vois donc ça comme une addiction, toi aussi? Mais je vois un peu ça comme une addiction, et parce que c'est un outil incroyable. Hein. Encore une fois, c'est un outil qui nous rend plus puissants, mais il faut l'utiliser très très bien. Et pour l'utiliser très très bien, je pense qu'il faut couper toutes les notifications. Donc c'est toi qui choisis quand tu interagis avec le monde extérieur. Et dans tous les cas, tu le feras de manière assez régulière. Déjà, le faire 1 fois par heure ou 1 fois toutes les 2 heures, je trouve que c'est déjà très très bien, parce que ça fait déjà plusieurs fois par jour. Donc ça a pas mal changé ma vie, cette interaction avec les notifications, changé mon appréhension à la santé, mesurer. J'ai changé aussi pas mal mon régime alimentaire, plutôt pour des raisons environnementales. J'ai beaucoup arrêté la viande. Et après, j'essaye d'ingénierer moi mon organisation personnelle. Donc j'ai plein d'outils de to-do qui m'aident à savoir chaque jour qu'est-ce que je dois. Il y a un temps pour l'organisation le matin et le soir. Et après, un temps pour l'exécution la journée, qui est quelles sont toutes les tâches hyper bien exécutées que je dois atteindre ce jour. Et chaque soir, je me pose la question, ah tiens, j'ai pas réussi à faire ma to-do complète, ou j'ai réussi, super. Pourquoi j'ai pas réussi? Est-ce que j'avais mal géré mes tâches? Est-ce qu'il y a eu des externalités, donc des interactions avec le monde extérieur, qui peuvent être l'équipe ou hors de la boîte, que j'avais mal anticipé? Et comment j'améliore ça pour toujours chaque soir avoir l'impression
mais que j'ai fait une journée impressionnante, sans m'être massacré en termes de fatigue, même si en ce moment on se massacre un peu en termes de fatigue parce qu'on est en train on est dans cet enjeu où il faut qu'on fasse grandir l'équipe et en parallèle on a plein de tâches opérationnelles, donc ça prend du temps. Est-ce qu'il y a une place pour le romantisme et le loisir, pas romantisme au sens amoureux, hein, mais plus au sens... Ce serait bien qu'il y ait aussi, mais... ouais, il y en a... Parce que du coup, si à chaque fin de journée, il faut que tu aies l'impression d'avoir fait une super journée en termes de productivité, est-ce qu'il y a un moment aussi où tu coupes complètement ? Ouais, il y a plein de moments... Tous les colocs rentrent. Ouais, tous les colocs rentrent. Il y a un moment où... Tu coupes complètement le week-end. Moi, j'ai tendance à plutôt travailler beaucoup quand je suis là, mais à... T'as le droit de marcher. Oui, tu peux passer. C'est aussi la magie du podcast. Ouais, c'est ça. Quand je prends des vacances, j'en ai pas pris assez cette année, mais je regarde pas mon portable pendant une semaine. Ça, l'équipe sait que je suis complètement injoignable. Donc, je préfère avoir des moments très intenses où je coupe complètement et je me laisse guider par ce qui arrive. Et après, être assez organisé, en tout cas dans mon travail. Et ce combo, moi, fonctionne très bien. Mais il y a plein de magie. Enfin, même dans la manière dont on conçoit le travail, même si tout est processé, etc. Il y a du romantisme, il y a de la magie dans la manière dont on a les idées. Enfin, j'ai encore la moitié des idées dans ma douche. C'est juste qu'elles vont impliquer ma to-do de la semaine. Il y a des types qui prennent, je sais pas si c'est pas Woody Allen ou je sais pas si l'histoire est vraie ou pas, mais qui prend des douches toute la journée pour. En fait, c'est un des rares moments où t'es obligé de réfléchir parce que t'es en pilote automatique en plus. T'es en pilote automatique, t'as pas de portable à regarder, t'as pas de livre à lire, t'as pas un truc à écrire. Du coup, bah oui, il y a juste ta pensée qui déroule et heureusement que j'ai arrêté la viande rouge pour diminuer mon impact environnemental parce que je peux prendre des douches un peu longues à cause de ce flux d'idées qui vient et qui est assez fascinant. Et après, il faut jeter, il faut trier, mais c'est, tu vois, se donner des moments de réflexion et de magie, ça, il faut s'en donner plein. Est-ce que tu arrives bien à gérer l'aspect psychologique, parce que je pense que chez les entrepreneurs, c'est un des trucs les plus difficiles. Le côté, il faut pas se mentir, c'est quand même très très compliqué de monter une entreprise. Il y a beaucoup de moments durs ou chiants ou de doutes. Et moi, je sais que c'est un truc qui est toujours compliqué pour moi, enfin dans tout ce que je fais, et qu'il était dans ma boîte, mais qu'il est même maintenant. Moi, je suis une vraie montagne russe émotionnelle, et je me demande pour toi comment ça se passe. Ça. Je pense que j'ai la chance d'être. C'est plutôt, je le dis d'un aspect extérieur, c'est toujours dur à mesurer de soi-même, mais je suis plutôt solide émotionnellement et plutôt très stable sur ce genre de trucs. J'ai la chance d'avoir des personnes qui m'entourent, que ce soit Charles, mon cofondateur, ma famille, des amis très proches qui sont aussi entrepreneurs et qui ont réussi plein de trucs, avec qui je peux échanger de ça, je peux échanger sur mes doutes. Donc j'ai eu des montagnes russes émotionnelles beaucoup au début, et maintenant j'arrive à beaucoup plus équilibrer ça, parce que tu prends des meilleures décisions si tu es un peu plus équilibré et ajusté. Mais il faut être capable il faut avoir créé un écosystème autour de toi de personnes avec qui tu peux parler de tes doutes, de ce qui va pas, de ce que tu penses que tu pourrais faire mieux, etc. Et je pense que j'ai la chance d'avoir créé avec les années ce truc-là, et c'est assez cool d'avoir ces gens-là que je peux pinguer très vite. Après, j'ai la chance, je travaillais sur cette capacité d'essayer de rationaliser les problèmes, en fait. Et du coup, une fois que tu as ça, on revient toujours à la même chose, mais il n'y a aucun problème qui est insurmontable, en fait. Il faut le découper, ça peut être très dur, ça peut prendre du temps, mais il n'y a aucun problème qui est insurmontable, donc, et ça s'applique à tout dans la vie. Et au pire, encore une fois, tu rates. Enfin, tu vois, c'est grave, c'est triste, c'est chiant, mais on y arrivera, et tu réussiras un autre truc à un autre moment. T'arrives à avoir des moments de travail ininterrompus? C'est quand tes moments de travail privilégiés, tu sais? Cette espèce de moment de deep work un peu. J'essaye d'en avoir beaucoup dans la journée. Nous, du coup, comme on n'a pas de meeting, pas de notification, j'en ai tous les jours, et je m'organise. Tu bloques des trucs sur ton calendrier, genre des choses comme ça? C'est plutôt j'ai des moments bloqués sur mon calendrier assez souvent, et j'ai surtout un calendrier super libre, super vierge. Il y a juste pas de meeting, parce qu'en interne de toute façon on n'en met pas trop,
Et en externe, j'en prends quasiment aucun. Enfin, j'ai aucun déjeuner extérieur parce que c'est super important. Enfin, quasiment aucun. Parfois, je suis obligé de plier la règle, mais parce que c'est hyper important de passer les déjeuners avec l'équipe. Je trouve parce que c'est des moments assez magiques ensemble. Du coup, en fait, mon temps est organisé pour avoir du deep work parce que c'est là où j'ai de la valeur. Après, bien sûr, il y a plein de choses et plein de contraintes, mais ouais, non, j'essaie de m'imposer ça tous les jours. On va arriver sur un peu les questions de la fin. Il y a une question que je voulais te poser, parce que comme je vois que tu t'intéresses à des... même quand tu parles de réduire ta consommation de viande, tu as l'air d'être assez intéressé à des problèmes qui vont toucher le monde, quoi, dans son ensemble. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus, j'ai envie de dire, ou alors quel problème t'aurais aimé qu'on résolve pour toi en ce moment? Ou qu'est-ce que tu ferais, quoi, si tu faisais pas Alan, peut-être? Il y a plein de sujets. Je pense que les 2 dernières années ont pas mal remis en cause nos modèles de démocratie et l'instabilité que ça peut provoquer. Donc, une question que je me pose beaucoup et sur laquelle je réfléchis beaucoup, qui est un peu une utopie, mais pourquoi pas, c'est si je devais créer un nouveau pays de zéro aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais comme modèle de société? Qu'est-ce que je ferais comme modèle de gouvernance? Qu'est-ce que je ferais comme modèle de santé? Qu'est-ce que je ferais comme modèle d'énergie? Etc. Et ça, je trouve que c'est un exercice de pensée qui est hyper intéressant et sur lequel je réfléchis beaucoup, je lis beaucoup, j'échange beaucoup avec beaucoup de gens et peut-être qu'on créera un nouveau pays un jour. Pas forcément territorialisé, mais la citoyenneté de demain. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique en termes de monnaie? Enfin, c'est une fois que tu ouvres cette boîte-là, c'est hyper passionnant et je pense que c'est intéressant de se poser ces questions-là. Pour se dire comment construire un meilleur futur pour tous et le pour tous est très important et comment t'es inclusif, enfin il y a beaucoup de choses, mais bon, on se voit que nos institutions sont basées sur des modèles qui ont plusieurs siècles et quand même le monde a pas mal changé, ou au moins plusieurs dizaines d'années. Donc une fois que tu dis ça, en fait il y a plein de déroulés aujourd'hui. Bon, nous, on attaque un angle de la santé, mais il y a plein de choses qui peuvent être dans la santé. Un truc, moi, qui me passionne en ce moment, c'est aussi l'éducation. Enfin, si je me projette en me disant, si j'avais des enfants demain, est-ce que je serais hyper heureux de les mettre dans le système d'éducation actuel? Je suis pas sûr. Donc, comment tu crées une éducation beaucoup plus adaptée, beaucoup plus centrée et beaucoup plus personnalisée? Je pense que l'éducation devrait être le truc le plus personnalisé possible. Donc, comment c'est le plus standardisé, quoi. Alors que c'est le plus standardisé. Et il faut de la personnalisation pour que tout le monde arrive à un certain niveau. Mais c'est juste que je pense qu'il y a 1 million de chemins pour arriver à ce niveau-là et qu'en fait, ce niveau peut être super varié aussi. Enfin, c'est pas forcément... Et donc, comment tu crées ça et comment tu crées toujours... ma réponse, c'est des outils technologiques pour faire ça. Le troisième, et qui est là aussi rien de très nouveau, mais c'est notre impact environnemental en tant qu'être humain ici. Comment on peut... le réduire et c'est super dur, hein. Enfin, je continue à prendre l'avion, je continue à faire plein de trucs, mais quelles sont les tâches qui me semblent pas insurmontables et qui me permettent d'avoir un impact positif, et j'ai l'impression que de plus en plus de personnes se préoccupent de ça et c'est important. Comment on réduit notre consommation, comment on standardise pas mal de choses. Est-ce que tu penses que tout est un vote, dans le sens où si tu achètes une paire de Nike, tu votes pour Nike, et si tu achètes de la viande, tu votes pour la viande? En tout cas, ouais, je pense que toute décision que tu prends, et une fois que tu dis ça, la vie devient légèrement plus difficile, mais tu peux créer plein de trucs qui la rendent très facile. Oui, sont des décisions qui ont des conclusions. Et quand tu commences à regarder les stats sur la production de la viande, tu dis il faut trouver des nouvelles solutions pour produire de la viande avec un impact écologique beaucoup plus faible. Sinon, on voit droit à une destruction assez totale. Ouais, tu te responsabilises sur tout, quoi. Ouais, je pense que si tu le fais pas toi-même, n'attends pas à ce que les gens le fassent pour toi. Et on peut avoir des leaders et des politiques qui ont des très bonnes visions. À la fin, le modèle est construit pour qu'il représente ce que les gens pensent. Et si donc les gens ne pensent pas que l'écologie est importante, je pense pas que des politiques le feront, parce que donc ce qu'il faut faire, c'est que plus de 50% de la population pense que on doit changer la manière dont on consomme si on va avoir un meilleur impact sur le monde. Et là, il y aura un vrai truc qui se passera. Donc, il faut commencer par soi-même, et après, il faut en parler autour de soi, sans être chiant, parce que c'est des processus qu'il faut se construire. Faut pas les imposer aux autres, mais
mais c'est pareil, je pense que c'est par l'apprentissage de savoir que tu prends ça, et je pense pas avoir très loin d'avoir raison sur tout, mais en tout cas ces réflexions sont hyper intéressantes. Qu'est-ce que tu... Quel est c'est une question que je pose souvent à la fin, le livre que t'offres le plus, disons. J'offre beaucoup de Camus, ce que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est un des plus grands auteurs de notre siècle. Après, les livres sur l'entrepreneuriat et les histoires, je pense qu'il faut être assez boulimique. Et... Pas forcément, de toute façon, c'était pas forcément dans ce cadre. Non, mais en gros, moi, j'ai ce truc où j'essaie de lire un roman, puis un livre un peu plus tech. J'alterne un sur deux. C'est pas idiot, ça. Et après, c'est un cumul de choses. Moi, j'ai tendance à dire, et c'est un peu ce qu'on applique à la boîte, c'est parce que c'est écrit dans un livre que c'est vrai. Il y a beaucoup dans la littérature américaine, et ce qui a beaucoup d'impact, c'est ils prennent un exemple et c'est généralisé comme une vérité commune. Et quand tu lis, tu dis waouh, c'est époustouflant, c'est tellement vrai en fait. Genre 0 to 1. Ouais, genre 0 to 1, parfait exemple. Mais ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à prendre. Donc c'est lire énormément et après se confronter à est-ce que c'est des problèmes que j'ai vraiment et est-ce que c'est la manière dont je veux les résoudre. Encore une fois, remettre en question, quoi. Ouais, remettre en question tout. Et du coup, tu vois, il y a des livres hyper intéressants comme The Hard Thing About Hard Thing de Horowitz. Rework est bien. Les bouquins sur l'histoire de Google, The Innovators de Isaacson sur l'histoire d'Internet t'aident à construire plein de choses, mais je pense pas qu'il... Enfin, moi, j'ai pas eu de bouquin life-changing. J'ai plein eu de bouquins qui m'aident à grandir, mais c'est ce que j'attends en fait de chacun des bouquins que je lis, c'est qu'incrémentalement, je suis un peu une meilleure personne. Tu dirais que c'est quoi ta valeur principale, si on peut dire ça? Je sais pas trop si c'est une valeur, mais je dirais que j'aime pas les inefficacités d'un système que je comprends pas. Et du coup, j'aime pas la contrainte extérieure mal pensée, je dirais plutôt ça. Donc, s'il y a un truc qui marche pas, ça va avoir tendance à me rendre fou et je vais essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne et je pense que pourquoi c'est comme ça et je pense que ça drive pas mal de décisions dans ma vie. Dernière question, c'est une question que je pose toujours, celle-là pour le coup. Qu'est-ce que tu dirais à Charles? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que tu dirais à Jean-Charles, pardon, à 20 ans? Ce que je dirais... Il y a 10 ans, quoi, en gros. Ouais. C'est une question super difficile. Est-ce qu'on en demande des problématiques de retour dans le temps, là, du coup? Ouais. Non, je suis plutôt assez heureux des 10 dernières années. J'ai pas grand-chose à jeter. Ce que j'aurais dit, c'est faire peut-être un peu plus attention aux équilibres personnels et chose que je fais toujours très mal aujourd'hui. Donc peut-être que si je m'étais dit il y a 10 ans, je serais un peu meilleur aujourd'hui. Mais à comment bien définir ce qui est important pour toi et bien prendre les feedbacks de ton corps aussi là-dessus. Tu peux vite travailler beaucoup, sentir ce que ton corps te dit. Ouais, sentir ce que ton corps te dit, et parce que c'est une autre des boucles de feedback que tu peux très vite négliger quand tu as un esprit un peu scientifique et matheux. Donc c'est ça, et faire attention. Moi, j'ai toujours été un peu un nerd, un peu geek, qui a essayé d'appliquer du coup des méthodes dans son interaction avec les autres et essayer. Et j'ai eu de la chance, au moment d'Explicit, de rencontrer des personnes qui ont beaucoup écrit et donné beaucoup de cours sur la négociation. Et la négociation, pas dans le sens transactionnel, mais en fait dans le sens comment être assertif avec les autres et comment, encore une fois, essayer de comprendre les problèmes des autres. Et ça, j'aurais aimé peut-être le comprendre encore plus tôt et continuer à construire là-dessus. Mais voilà, mais après, je lui redirais la même chose, c'est t'as raison de faire d'aller là où ça te semble faire du sens et de prendre des risques et de faire des choses. Peut-être que au Jean-Charles qui avait 14 ans, en revanche, ou 15 ans, je lui dirais regarde plus, genre t'as appris à coder, c'est super génial,
mais regarde plus que en codant, et même si tu vends des petits sites internet, tu peux faire des choses qui ont encore plus d'impact, comme des gens l'ont fait dans la Silicon Valley, chose que j'ai découvert plus tard en fait. Donc j'ai codé parce que c'était magique de coder, mais j'ai pas codé en me disant que je pouvais faire des trucs qui étaient grandioses et qui auraient l'impact sur la vie de beaucoup de gens avant assez tard. Enfin, avant mes 22 ans, et même ça s'est plutôt concrétisé au moment d'Explicit. Je voyais encore le software comme plutôt un outil qu'un truc transcendantal. Merci beaucoup Jean-Charles d'être passé sur Nouvelle École. Merci à toi. Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à ce que tu fais? J'imagine sur Alan. Sur alan.eu, déjà, s'ils veulent la meilleure assurance santé possible pour les entreprises indépendantes, j'ai fait un peu de pub. Après, on publie pas mal de choses sur notre blog, nous avec l'équipe, sur comment on travaille, nos méthodes, et on adore être challengé, donc n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des idées, si vous voulez nous rejoindre, etc. On est super heureux d'en discuter. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles. 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut!